S'il y en a bien un qui s'est affranchi de nous mentir, c'est Akira Toriyama. Concernant le nouvel animé Dragon Ball Daima, il nous disait « Je travaille actuellement sur le nouveau Dragon Ball. Le titre est Dragon Ball Daima. Daima étant un terme inventé qui en japonais aurait pour signification le mal. À cause d'une conspiration, Goku et ses amis redeviennent petits. Afin de réparer les choses, ils s'aventurent dans un nouveau monde. C'est une grande aventure avec de l'action intense dans un monde inconnu et mystérieux. Vu que Goku doit s'habituer à sa petite taille, il utilise son bâton magique Nyoibo pour se battre, quelque chose que l'on n'a pas vu depuis longtemps. J'ai initié l'histoire et les différents paramètres. J'ai produit plein de designs, je m'implique beaucoup plus que d'habitude. Des choses se produiront qui se rapprochent des mystères du lore de Dragon Ball. J'espère que vous aimerez des combats différents de ceux que vous avez l'habitude de voir, qui sont à la fois mignons et puissants. Bien que ce fût le cas avec les 9 précédents, l'épisode numéro 10 a complètement entériné ces propos d'Akira Toriyama, nous livrant ni plus ni moins qu'une mine d'or. Salut les devins, c'est Saikyo. Bienvenue dans ma review de ce 10e épisode. Alors comme prévu, Majin Buu l'a eu dans le coup et il est bel et bien le Golemon originel qu'il pense être. Je pense que désormais tout le monde se rend compte d'à quel point les Tamagami ne sont pas des ennemis. Même avec un clown comme ça en face de lui, le Tamagami s'est retenu de ne pas le tuer. En un épisode, il s'en est passé tellement. On se rend à la fois compte que bien que Majin Buu soit dans le camp des ennemis, il est amené soit à conserver ce rôle comique ou bien à évoluer et n'est que le présage alors d'une version ratée, d'une création ratée aux yeux du docteur Arinsu pour former une menace digne de ce qu'était Majin Buu. Lui reste alors à faire soit évoluer Majin Buu ou bien à créer de nouveaux Majin. Clairement pas pour rien s'il est resté en vie dans le scénario et devrait être utile à de multiples égards. Le truc c'est que ce Majin Buu, bien qu'il ait plus fait penser à un singe qu'autre chose dans sa manière de combattre, n'est pas si mauvais que ça. Alors ça a été quand même sublimé d'une très belle animation. On pourrait presque se dire que c'est du gâchis, mais en même temps il fallait le mettre en valeur, ce Tamagami numéro 1. Vous me direz en zone commentaire, mais je pense que les Tamagami, via le premier, sont remontés dans l'estime générale. Le 3 n'avait pas démérité, mais c'est vrai que de par son excentricité, il avait pu déboussoler certains. Le premier, un peu plus froid, à la Jiren entre guillemets, a probablement inspiré plus de monde, et je me demande à quel niveau peut se trouver ce Majin Buu. Ce n'était probablement pas une très grande préoccupation pour Akira Toriyama. Je suis sûr qu'avec d'autres adversaires de bon niveau, mais en deçà du Tamagami numéro 1, il ne démériterait pas. Il n'en reste pas moins en l'état qu'une fraude, proposant au Dr Arinsu d'aller faire les courses et de faire des belles blagues. Il n'a quasiment pas exploité son potentiel à la fois lié au Saibaman et surtout à l'essence de Majin Buu. Beaucoup de choses lui ont manqué, si ce n'est le ridicule, mais il est vrai que les équipes d'animation ont fait largement le taf, et peu de combats aussi futiles et comiques peuvent se targuer d'avoir d'aussi belles scènes, et ce dans de multiples animés, il faut bien l'avouer. C'était également cool de voir un petit peu plus le premier monde du grand royaume des démons. Il y a vraiment 3 salles, 3 ambiances entre les 3 mondes, et grâce à Majin Buu, grâce à Arinsu, on peut flirter un petit peu avec le premier avant que nos équipes y arrivent. Le passage le plus inintéressant, si je peux l'exprimer ainsi, était tout de même celui lié à Son Goku. Le passage vers le second monde, revoir Goku en mode Link de Zelda avec ses oreilles pointues, c'est toujours sympathique, mais la scène paraissait un petit peu repompée de la première, permettant d'ajouter un détail concernant le fait qu'avec un vaisseau de la milice et le mot de passe qui va avec, on peut se rendre dans le premier monde. Son Goku reparlera de Dragon Ball et comme par hasard, Glorieux lui dira « Mais oui Son Goku, tu as raison, on a besoin d'aller chercher la DB ». C'est un petit peu étrange qu'il n'ait pas montré Shin qui réagit à cela en mode suspicieux, mais en tout cas moi je l'étais pleinement. La phase issue de la preview était en légèreté et bien en deçà du reste de l'épisode, mais l'humour a été fonctionnel. La blague sur la taille de Bulma et de Vegeta, la peau de Bulma encensée par Ibis qui voudrait bien se la marier, et la blague sur les préférences en matière de bonnet de la part de Vegeta concernant son épouse. Ça fonctionnait vraiment bien et ça rappelle beaucoup ce qu'Akira Toriyama pouvait proposer. L'humour était distillé du début à la fin de l'épisode. On va dire que Majin Buu s'est occupé des gags tandis que le reste de la Z-Team des blagues, et côté blagues elles étaient plutôt bien ficelées. Certes pour faire rire le grand public y compris les enfants, mais quand même bien senti et Toriyamaesque. Cet épisode nous a appris également à se méfier des previews. Celle de l'épisode numéro 10 nous laissait présager pas grand chose. Combien ai-je lu de commentaires me disant mais laisse tomber, la semaine prochaine c'est encore pire que le 9, il va littéralement rien se passer.
Et on a eu tellement. Alors on a une phase d'action, on a une phase de découverte du deuxième monde, nous rapprochant de la thématique des Glinde, devenus des Kaioshin, ainsi que de l'origine des Namek, et c'est peut-être le plus important en sous-texte, là où c'était longué, c'était vis-à-vis du Kraken. Alors mention spéciale au fait que Akira Toriyama dans cette œuvre-là, Daima, dans l'extension à son œuvre Dragon Ball évidemment, s'inspire non pas que de références japonaises voire asiatiques, mais également de légendes et folklore européens. On l'a vu la semaine dernière, la gargouille, le loup-garou, ça n'a rien de japonais. Le kraken non plus, elles nous proviennent de légendes scandinaves, un mythe se répandant notamment dans le nord de l'Europe. La phase d'action face au vaisseau de la milice était franchement assez anecdotique, elle donne un semblant d'organicité à l'histoire, mais pourquoi est-ce que ces avions débarquent en fanfare dans le deuxième monde? Comment est-ce que la milice agit dans le deuxième monde? Déjà, quels sont les peuples encore actifs à l'intérieur? On ne sait pas vu que la plupart l'ont quitté, et lorsqu'il y avait à la fois des Glinde et des Namek, comment procédaient-ils? Avec leurs pouvoirs spéciaux, leurs capacités notamment magiques, jusqu'à même pouvoir détruire assez facilement, on l'a vu avec Shin, l'écolier de la milice en cas de Shin. J'espère que l'anime Daima pourra nous fournir réponse à ces questions, et je pense que la peuplade de ce monde, si elle existe, doit être bien maigrelette et surtout adaptée au contrôle actuel de la milice. Celle-ci sera retirée directement, Goma préfère une stratégie militaire plutôt resserrée. Lorsque le roi peut tomber, on rassemble les forces autour de lui. Telle une armée romaine, il va favoriser la stratégie de la tortue et former une carapace autour de son repère. C'est a priori comme cela que ça se présente, plutôt que de laisser ses forces éparpillées se faire déboîter de ci de là par Son Goku et ses alliés. Se pose en sous-texte la question de comment Vegeta et Bulma ont pu passer dans ce monde-là accompagnés d'Ibis et Piccolo qui eux ont les oreilles pointues. Il n'y a pas de Shin pour leur transformer les oreilles. Le roi Kadan permet-il d'obtenir un passe-droit pour aller dans le deuxième monde? Tout cela s'est fait hors champ. Ça facilite énormément l'histoire, mais Goku est très embêté lorsqu'il s'agit de passer d'un monde à l'autre, et ça semble être une formalité pour Vegeta. Ça serait agréable que la question soit posée plus tard, et de comprendre comment Ibis a pu berner le poisson WAP. En tout cas, c'est assez drôle de voir ce Ibis rester collé à la Z-Team. On a vu qu'il possède un œil bien particulier à sa ceinture, trouvé lors d'une balade en montagne, et il pourrait à la fois aider la Z-Team, tout comme lui causer quelques déboires malgré lui, de par l'artefact qu'il possède. Pour éliminer la milice, Goku fera une boule de ki, et avec ce plan de caméra entre guillemets, me rappellera la manière dont il tenait le Genki Dama lorsqu'il était dans ses versions préliminaires relativement frêles à l'époque et qu'il pouvait tenir dans une main. Est-ce un petit message vis-à-vis de ce que l'avenir nous réserve? Je vous prépare une vidéo à ce sujet qui sera assez détaillée d'ailleurs. Une fois, voire même deux ne sont pas coutumes, Goku se plaquera contre le pare-brise d'un vaisseau de la milice. Il a fait la même chose dans le film DBS Broly, également dans l'arc Moro, ça devient quasiment un geste signature de sa part. On apprend aussi que l'air n'est plus aussi lourd, il n'y a a priori pas ce gaz bizarre dans le deuxième monde, ce qui veut dire que Goku et ses alliés sont légèrement meilleurs, plus performants ici que dans le premier monde, ce qui leur facilitera la tâche face à un Tamagami, mais on sait que le deuxième est en toute théorie bien meilleur que le troisième. Et il a tout de même poussé ce Son Goku, certes dans le troisième monde avec le gaz, à passer Super Saiyan 2. On en discutait il y a de cela quelques instants, le Kraken. Et laissez-moi vous dire à quel point je trouve qu'il ressemble à minima partiellement à Majin Buu. Avez-vous remarqué cela? Sa cornette sur la tête, qui est pour moi, hormis la couleur, trait pour trait celle de Majin Buu. En parlant de couleur, la couleur de sa peau est similaire à la langue de Majin Buu, voire même de Majin Ku. Lorsque l'on verra sa sorte de griffe, il a la même couleur, voire quasiment la même forme que les ongles de Majin Buu. Lorsqu'il se repliera sur lui-même, alors là on va sortir du canon de l'œuvre, mais tout de même discutons-en, ça m'a forcément rappelé les créatures à l'intérieur du système digestif de Majin Buu, les sortes de vers pas très ragoûtants de base, mais qui étaient assez drôles et qui ont marqué beaucoup de monde à l'époque. Il dispose de capacités à expulser une sorte d'encre qui rappelle un petit peu la manière dont la fumée sort des trous dans la tête de Majin Buu lorsqu'il est énervé par exemple, ou lorsqu'il y a une grosse modification structurelle, et le fait de vouloir tout dévorer de la part du Kraken me rappelle forcément les capacités d'absorption à tout va de Majin Buu. Un Kraken a-t-il été à la base du premier Majin Buu? Expliquer pourquoi Majin Buu n'a pas les oreilles pointues, c'est un peu particulier et arrondi sur le Kraken. Expliquer ce tempérament agressif, imprévisible de Majin Buu directement issu du Kraken, et Marba nous a confirmé il y a de cela quelques épisodes que pour confectionner Majin Ku, elle avait incorporé divers monstres. Alors pourquoi pas le Kraken pour Majin Buu à l'époque? Après tout, s'il fait partie des créatures les plus terribles, et que Majin Buu fut la créature de Marba la plus
explosives, ça ne serait pas étonnant. Surtout que ce Kraken a l'air bien balèze. Lorsque Goku ira prévenir Vegeta et consorts de ses activités dans ses eaux et qu'il peut même s'en extirper pour absorber même des vaisseaux, en tout cas les dévorer, Goku fera une sorte d'allusion à la puissance du Kraken. Kraken qui a l'air bien craqué. Si l'on se réfère aux termes les plus exacts prononcés en japonais, dira, je cite, « Je pense que c'est un petit peu trop pour nous. » Pour le moment, en s'adressant à Vegeta. On fait un petit peu ce que l'on désire de cette information-là. Est-ce qu'il est juste trop gros? Est-ce que ce sont ses capacités spéciales qui peuvent effrayer Son Goku? Est-ce que ce serait difficile de s'en défaire? Beaucoup trop d'efforts à ce stade-là? Ou alors le Kraken pourrait-il simplement vaincre le Goku SCJ2 qui a vaincu le Tamagami numéro 3. Pourquoi pas? Si tel est le cas, ça appuie encore plus la thèse qu'il ait pu servir à la conception de Majin Buu et lui insuffler donc autant de puissance. En tout cas, la Dragon Ball est sauvée, les équipes se réunissent, nous n'aurons pas Daikatch dans cet épisode non plus et nous approchons d'une planète ressemblant fortement à la planète Namek. C'est sa version d'origine, même celle première du nom dans Dragon Ball n'était que celle sur laquelle les Namek ont migré. On se retrouve en terrain connu bien que ne l'ayant jamais foulé, forcément très réminiscent de l'arc Namek, avec de très beaux visuels sur Freezer détruisant la planète à l'époque. Ce sera le moment pour Goku d'introduire la notion de résurrecoptère, il va en déguster un. Celui qui est censé redonner de la stamina, le simili haricot magique. Il va rebooster Son Goku avec une petite animation que j'ai bien appréciée. Goku qui se sentira un tout petit peu plus repu qu'il ne l'était précédemment. Son estomac gargouillé, il appelait à l'aide, et là il a de quoi patienter. Ça a également cet effet, il y en a tellement de parallèles entre ce qui existe dans le monde extérieur vis-à-vis du monde démoniaque que l'on ne peut que se demander si tout n'est pas que réplique de ce qui existait dans ce monde. Et puis on va y venir, ce monde démoniaque était a priori une sorte de monde originel, que cela soit directement ou non, tout dépend un petit peu de lui. Ça me fait un petit peu penser dans une autre mesure à ce que l'on nous explique vis-à-vis des Otsutsuki dans l'univers de Naruto. Ils n'ont pas tout créé mais sont quand même à la base de tout ce que les ninjas appliquent. Là ça va encore plus loin. A priori dans Dragon Ball Daima. Malgré la beauté des paysages, ce ne sont que ruines et dévastations qui les attendent sur cette Namek d'origine, qui ne peuvent que nous rappeler les massacres qui ont été commis par l'armée de Freezer, et on apprendra que malheureusement ce peuple, dans sa propre maison, était déjà considéré et traité comme des esclaves. Ce peuple a passé la majorité de son histoire à souffrir, à être exploité, à être génocidé. Ceux qui survivaient et étaient préservés de par leur importance en matière de création magique et pouvoir étaient exploités. D'ici à ce que Piccolo arrive, Goku nous montrera que ses capacités sensorielles se sont améliorées. Lorsque Vegeta et sa bande sont en ces lieux, il est capable de les ressentir, alors pas dès leur première arrivée, mais lorsqu'il survole le Kraken, le ki est perceptible et Vegeta en retour, sans celui de Goku. Progressivement, on nous indique que des choses vont mieux. Et puis peut-être que le gaz avait également un effet sur les capacités de perception. Malgré toute sa fierté, Vegeta avouera qu'il ne faut pas se frotter à cette créature, tout comme Majin Buu abandonnera face au Tamagami de manière assez ridicule. Même le docteur Arinsu, qui n'a que faire de lui dit simplement qu'il sera viré. Elle n'est même pas énervée, tellement seule la débilité de ce pauvre bonhomme a brillé. Je remarquerai tout de même qu'au début du combat, le Tamagami numéro 1 semblait légèrement surpris. A-t-il remarqué quelque chose ou non? C'est difficile à dire, mais en tout cas le Tamagami l'a dominé du début à la fin et a été une menace écrasante. Je remarque également à ce sujet que lorsque Majin Buu a porté quelques coups au corps de Tamagami, on voyait le Tamagami bouger très légèrement, ce qui est tout de même, selon moi, malgré la fraude de Majin Buu, un signe d'un minimum de puissance notable en lui, quelque chose d'exploitable pour la suite. On va rire de ce gars-là, tout comme on a pu rire de Gotenks ou de Gogeta avec la fusion ratée face à Janemba et qui faisait des P. Mine de rien, je pense qu'il aura son utilité et surtout son impact par la suite. Le passage de Piccolo foulant cette terre, cette Namek originale, ne peut que résonner à tellement d'égards. Déjà, ses premiers pas sur Namek lorsqu'il venait affronter Freezer après avoir été ressuscité, qui paraissait déjà comme un retour aux sources, l'évocation indirecte de Katatz, le père de Piccolo Daimao, ainsi que de Kami, dont il est en quelque sorte la réunification de nos jours, incluant Nail. Je ne peux qu'imaginer la part de Nail sommeillant en lui, découvrant
également ce monde originel. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne concernant Katatz, n'hésitez pas à la consulter, elle est riche en informations et je pense que cette série Daima va réactualiser beaucoup de choses à son sujet. Je pense que l'on peut aller jusqu'au dieu dragon Zarama, notamment vis-à-vis de ce qui nous est réservé dans la suite de la discussion. Shin va se proposer de nous expliquer un petit peu plus de lore et là où tout le monde est curieux, nous y compris, Goku va lui dire bon on s'en fout, passons à autre chose. Goku représente un petit peu le fan de Dragon Ball qui n'est là que pour les transformations et les combats et qui s'en fout totalement du reste. C'est assez paradoxal vu qu'il en est le héros. Heureusement que Bulma est là et surtout qu'Akira Toriyama souhaitait nous expliquer cela. Shin va se lancer dans les explications. On va reprendre sur sa base Nare. Il va nous parler du multivers, de sa création, ce qui donne beaucoup d'appui aux shorts que je vous ai proposé le jour où Son Goku découvrit le multivers. Aussi courte que soit cette vidéo, moins d'1 minute, j'ai expliqué comment et pourquoi Son Goku avait découvert le multivers avant même d'en discuter avec Beerus dans Battle of Gods, et qu'au final tout cela faisait beaucoup de sens et pouvait se connecter. C'est désormais chose a priori actée, et Shin va nous parler d'un roi démon, Majin en tout cas, originel, un bon roi suprême des démons de l'époque. On remonte probablement à des temps immémoriaux, et celui-ci a voulu étendre le domaine des démons. Il a fait appel à un dénommé Rimus, un super Majin qui a créé d'autres univers, formant le multivers. Il en a potentiellement créé donc 18. Suite à cela, les frontières étaient ouvertes et les Majin ont pu sortir, aller et venir d'un monde à l'autre, qu'ils soient des démons d'origine ou bien l'extérieur. Ce qui me conforte alors dans ma thèse précédemment exposée sur la chaîne concernant le fait qu'Akira Toriyama a révisé sa version du Daimakai. Avant que l'on parle de multivers, Akira Toriyama nous montrait un univers avec un royaume des démons adossé. C'était ce que l'on connaît comme étant l'univers 7. Mais il n'y avait pas de multivers à l'époque. Depuis, la question était, y a-t-il un royaume des démons par univers ou non? Avec cette tournure de phrase, et à titre personnel, je suis convaincu, mais je préserve tout de même avec vous un minimum de recul au cas où, tout porte à croire qu'il y a un monde des démons qui est rattaché au multivers. Cela confirme également le fait que pour trouver un autre royaume des démons, il faudrait changer de timeline, à moins que ce monde des démons ne soit pas assujetti au timeline, mais j'y crois peu. J'ai l'impression que tous ces êtres que nous rencontrons sont focalisés sur l'espace et qu'il n'y a pas grand chose d'affilié au temps. Cela renvoie à l'une de mes premières vidéos sur la chaîne il y a de cela 8 ans. La qualité audio doit être monstrueuse, mais le propos et d'actualité, la nécessité d'une divinité, d'une entité au-dessus de tous, au-dessus du roi suprême des démons, au-dessus des Kaioshin, au-dessus de Abura, au-dessus de Rimus, au-dessus de Zeno du Daishinkan, une divinité du temps. Pour la simple et bonne raison, cette forme de fragilisation de ces divinités-là qui ont l'air absolues, mais en fait, dès qu'un mortel fait un voyage temporel, par exemple Trunks, et modifie certains éléments, il va créer une nouvelle timeline, une nouvelle temporalité, et donc un multivers parallèle, d'autres Zeno, d'autres Daishinkan, d'autres Kaioshin, d'autres Akaishin, d'autres anges. Le dédoublement des Kaioshin nous met sur la piste que les Majin sont dédoublés, que leur monde l'est également, Rimus et consorts aussi, probablement que le dieu dragon Zarama, s'il est toujours là, est également dédoublé. Il manque toujours pour moi, 8 ans après l'ouverture de ma chaîne YouTube, une entité dans Dragon Ball régissant le temps et qui ne peut pas être dédoublée par des actions mortelles. Ce n'est pas croyable qu'un criminel temporel dans l'univers 12, que Bulma traficotant une machine, arrive à impacter de la sorte les divinités. Cela s'explique car elles sont liées à l'espace, et ça se retrouve ici dans le propos de Daima. Rimus a créé le multivers, on ne sait pas alors qui a créé le royaume des démons. Il y a toujours cette sorte de question de l'œuf ou la poule, et ça ressemble beaucoup à la thématique, alors pas du tout dans la même tonalité, mais apportée par des films tels que Prometheus avec les ingénieurs, la recherche de l'origine de la vie, notamment vue par le biais de la fiction. Dans ce film de la saga Alien, on se rend compte qu'il y a des sortes d'extraterrestres humanoïdes qui ont donné naissance à la vie humaine. Ils sont très forts, très costauds, très intelligents, mais en fait ils ne sont pas des divinités, et c'est un petit peu comme les Otsutsuki dans Boruto, c'est des extraterrestres et des créatures entre guillemets inférieures les associent aux divins mais ils n'en sont pas. Et au final, qui a créé les ingénieurs dans Prometheus, qui a créé les Otsutsuki dans Naruto, qui a créé les Majin dans Dragon Ball? Il nous manque alors la réponse fondamentale à cette question, et également qu'en est-il du temps? Pour le moment, et c'est quand même très dense, on va pas bouder notre plaisir, concentrons-nous sur l'espace. Rimus est défini comme un super
Majin, et il a créé le multivers. On a ensuite associé les Kaioshin à la supervision de ces univers-là, et comme on le sait, les Kaioshin sont associés à la création, d'où leur association avec les Akaishin, les dieux de la destruction. L'on connaît une forme de divinité destructrice suprême, Zeno. On aurait donc thèse et antithèse suprême au niveau de l'espace. Rimus et Zeno sont-ils affiliés père et fils? Il y a bon nombre de théories à ce sujet. J'alerterai tout de même sur le fait que Zeno n'a pas les oreilles pointues. Vous remarquerez également qu'il y a cette logique du côté des anges qui ont tous des oreilles humanoïdes, arrondies, ovales, pour bien nous montrer qu'ils sont à l'antithèse des démons. Se pose la question du royaume des anges dont on a vaguement entendu parler par Whis qui nous faisait la mention d'un type d'oiseau qui siège sur sa planète, et je ne pense pas que la planète des anges soit dans le monde des démons. Peut-être y a-t-il à l'opposé un monde angélique, mais il est quand même difficile de concrétiser cela sans parole officielle ou création de la part des ayants droit. En tout cas, ce dont on se rend compte, ce dont je vous avais également alerté durant ma preview de l'épisode 1, faites attention aux clowns qui vous racontent H24 que Daima, DBS et je sais pas quoi, c'est pas canon, c'est des timelines alternatives. Vous avez bien vu de vos propres yeux que l'intégralité des designs de Kaioshin nous ont été mis sous les yeux, ce qui resserre les taux. Ça ne le referme pas totalement, car du pas canon qui s'appuie sur des choses qui le sont, on connaît bien. Les films Dragon Ball Z des années 90 se basaient sur un lore connu établi par le canon de DB, mais pourtant l'étendaient à leur sauce avec des choses qui ne l'étaient pas. On essayait même de les placer relativement dans la chronologie alors qu'on sait pertinemment qu'ils ne le sont pas, comme Bojack vis-à-vis de Cell, etc. Alors que ce sont des foutaises fondamentalement, on kiffe le film et puis c'est tout. Et c'est en vérité désormais la seule option qui peut rester à ces personnes-là, et je pense qu'elles ont quelques sueurs froides après vous avoir affirmé que Daima ne faisait partie d'aucune chronologie de DBS, de DB, etc. Alors que bon, c'est quand même évident, depuis ne serait-ce que la promotion de la série. J'en profite pour faire un petit coucou également à ceux qui m'ont très largement insulté lorsque je faisais des liens, des points de connexion entre DBS et Daima, me disant, mais vraiment de manière très vulgaire, vous seriez vraiment étonné de voir à quel point ça peut monter loin pour si peu, lorsque j'établissais des liens entre DBS et Daima. J'espère qu'ils ont kiffé de voir cette petite pelletée de Kaioshin qui leur a été exposée. Après, bien évidemment qu'on se pose des questions. Ce visuel nous présente les Kaioshin de DBS. Ok, mais c'est pas pour autant qu'on va fanfaronner pendant 3 heures. Et là, il n'est pas question de savoir si Daima et Super sont reliés. Et je sais que ça fait grincer des dents cette thématique-là, parce qu'on a tous compris que Daima était connecté directement à Dragon Ball. L'originel, c'est la suite de l'arc Majin Buu. Sauf que le premier Kaioshin envoyé de notre côté, dans l'univers 7, celui qu'on a suivi, c'est pas Shin. On a vu d'autres entités avant lui. Dai Kaioshin, Rodai Kaioshin, pourquoi ne sont-ils pas montrés ici? L'explication ne peut que résider dans l'esprit des ayants droit, de son vivant de l'auteur. La seule thèse que je peux exprimer ici, c'est que, bien que le point de connexion soit évident, cette représentation a également un aspect symbolique. Elle nous montre des têtes connues, des Kaioshin très connus, pour nous teaser le fait que l'on verra d'autres créatures tels que les Akaishin plus tard dans Daima, ça ne serait même pas étonnant. Les Kaioshin que l'on aperçoit ici ont bel et bien rejoint l'univers, le monde extérieur dans l'objectif décrit par Shin, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont les premiers à l'avoir fait. On nous montre les plus représentatifs en premier lieu, c'est pour ça qu'il y a Shin et Gowasu. Ça nous explique la problématique de Gowasu qui ne trouvait pas de nouveaux Kaioshin. On a appris dans l'épisode de Daima que les Glind sont en voie d'extinction, ils vivent très longtemps, mais leur sort paraît prédéterminé, et donc dans Dragon Ball Super, Gowasu ne trouve pas de relève. Les arbres donnant naissance aux Glind sont morts, nous dit Shin. Et ça a pas l'air d'aller mieux dans Dragon Ball Super plus tard. Gowasu, ne trouvant personne, va recruter Zamasu qui à la base était un Kaio. C'est d'une densité au niveau de la description du lore, il y aura forcément des vidéos à part de cette review, forcément on va s'en reparler. Même avec le décryptage d'aujourd'hui, on a encore beaucoup à discuter concernant Dragon Ball Daima, Dragon Ball en général, ça c'est une certitude. On a également appris concernant Abura, et quel plaisir de voir ces designs-là qui font un petit peu penser aux rivalités Gookie-Gooken dans Street Fighter. Ces designs de bonhommes là bien rondouillards qui ont l'air bien costauds et tout, franchement ça fait plaisir à voir. On mange bien du côté du grand royaume des démons, surtout pour les rois, le roi Kadan aussi est bien en chair. D'ailleurs le roi Kadan me fait penser à l'ancien bon roi, pas Abura mais l'autre. Est-ce qu'ils ont un lien de parenté? Et d'ailleurs cet ancien roi, bien qu'il soit bon, a l'air ferme.
Le roi Kadan, il n'est pas non plus un rigolo, mais on a vu qu'il peut être très mignon. Je me demande s'il n'est pas un descendant de près ou de loin, et donc Pansy, la princesse, descendrait également de cette entité-là d'origine. Du côté de Abura, on nous a bien dit qu'il était méchant, son design le montre, le père de Dabura qui lui aussi était méchant, et Goma, lui on ne sait pas quel lien de parenté il a avec qui, mais il est encore pire que Dabura avec les peuples. Abura a fermé les frontières, il avait peur que tout ce beau monde qui était allé vers le monde extérieur revienne avec des menaces pour le monde d'origine. Ça sous-entend beaucoup de choses. Ces craintes étaient-elles fondées ou non? Si elles l'étaient, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose de pas reluisant du tout qui pouvait se pointer ici. Ça pouvait également être une manière d'asservir les peuples, et ça ne serait pas étonnant. J'apprécie le fait que la bonté de Shin soit saluée par Ibis, en contradiction avec Degesu et Arinsu. Va-t-on entendre tôt ou tard parler de Makaioshin dans Dragon Ball Daima, le Ma de Daima affilié à Kaioshin? Pour le moment, on nous parle de Glind qui soit très intelligent mais méchant, contrairement à Shin, qui lui aussi est doté d'un bel intellect mais qui ne l'utilise pas au même escient. Va-t-on entériner cette terminologie de Makaioshin? Un Glind méchant devrait en théorie être considéré comme tel, mais pour l'être, il faudrait peut-être qu'il débarque dans le monde extérieur aussi. Je vous disais que l'on pourrait parler de Zarama prochainement dans Daima, forcément parce que la thématique Namek est au cœur, on l'a vu avec Neba à la fin de l'épisode, très intriguant, avec Piccolo, avec ce passé Namek en général, l'origine des Dragon Ball, lesquelles sont les premières entre celles du Grand Royaume des Démons ou celles de Super Shenron. Il y a un petit peu match, vu que le monde des démons est à l'origine du multivers. A priori, c'est celle des démons les premières. Du côté de Rimus, rien que par la sonorité de son nom, court et percutant, ça donne une impression de puissance intemporelle, avec ce côté mystique et énigmatique, une sorte de créateur cosmique, régulant l'équilibre et la fluidité des mondes. Rimus représente également une force dualiste, entre création de sa part et destruction du côté de Zeno. Il est l'architecte, une sorte de tisseur cosmique, qui connecte les différentes dimensions. Il dispose d'ailleurs d'un troisième œil, l'avez-vous remarqué, qui peut, selon la mythologie et théologie, symboliser sa sagesse cosmique et son omniscience, et nous faire comprendre que pourquoi pas, le troisième œil maléfique descendrait de celui de Rimus, comme quelque chose qui aurait dérivé, voire même dégénéré. On remarque qu'il a une corpulence ronde et une taille petite, ça peut symboliser une apparente humilité ou une forme d'inoffensivité à l'extérieur, comme Akira Toriyama savait bien le faire, mais qui cache une puissance énorme. Les personnages, notamment divins avec une telle morphologie dans Dragon Ball comme Zeno, sont souvent des figures divines ou cosmiques, qui transcendent les apparences. Il a une tête imposante par rapport au corps, qui peut souligner son intellect, son rôle créatif, son esprit ou sa sagesse, comme si cela était au centre de son être. Son troisième œil, symbole d'illumination, de conscience cosmique, suggère que Rimus perçoit au-delà des dimensions classiques. Ses oreilles pointues sont associées aux êtres magiques, les Majin. Ses petites moustaches, la barbichette, etc. lui donnent une petite touche d'âge, de sagesse. On le voit souvent dans les maîtres de Kung-Fu, les maîtres Shifu, etc. dans les animés et œuvres fictives, tout en gardant une certaine excentricité. Ça ne serait pas du tout déconnant qu'il soit aussi une divinité assez humoristique ou ludique dans Dragon Ball. Sa tenue jaune avec son symbole au centre évoque une forme de lumière, d'énergie et donc de divin, bien qu'il ne le soit pas fondamentalement. On a bien compris que les Majin ont des capacités tellement au-delà des mortels classiques qu'en référentiel ils ont l'air de divinité. C'est souvent associé à des figures créatrices dans de nombreuses cultures. C'est un petit peu comme si ce personnage était le cœur du multivers. Il a une cape noirâtre qui contraste avec le jaune et symbolise le néant, l'infini, là d'où naît la création, tout part de lui. Ça illustre aussi cette dualité lumière-création et obscurité-destruction. Sa ceinture blanche symbolise une forme de pureté et d'harmonie qui renforce son rôle équilibré dans le multivers. Avec cette aura verte lumineuse, le vert est très souvent associé à la vie, à la régénération, à l'énergie brute. Ici, ça ne peut qu'indiquer son rôle de source de création infinie, le fait qu'il infuse la vie et l'énergie dans le multivers. En juger par son sourire, il a l'air confiant, légèrement espiègle. Ça suggère une personnalité bien que puissante qui n'est pas totalement sérieuse, quelqu'un d'un peu joueur ou d'imprévisible, propre au Majin et surtout à l'écriture d'Akira Toriyama. Il a l'air d'incarner une forme de créateur,
relativement omniscient, on a remarqué que Zeno et le Daishinkan ne l'étaient pas vraiment d'ailleurs, capable de manipuler le multivers à volonté, et tout cela se reflète notamment par son troisième œil. Mais il a l'air aussi jovial, assez joueur, il a une apparence légère qui contraste avec son immense pouvoir, et ça pourrait vraiment caractériser sa manière de penser. Il ressemble à Zeno, mais avec une touche unique et avec une aura plus mystérieuse, mystique. Il pourrait également être à la base des magiciens, tels que Babidi, Bibidi, alors que du côté de Abura, alors là c'est une autre limonade, voire même un Diabolo si vous me permettez le jeu de mots. On voit sa corpulence imposante, il a une stature massive musclée, je vous ai dit, il mange bien. Ça évoque une puissance brute, une autorité, morphologie typique des figures royales tyranniques dans la fiction, comme quoi c'est pas le cas de Kadan, mais tout de même la force physique est associée à une domination incontestée, contrairement à Dabura qui lui était plus élancé. Abura représente un archétype plus ancien, brutal, comme s'il aimait apposer une forme de contrôle total. La peau rouge, c'est quand même un marqueur classique des démons dans Dragon Ball, Sandland ou autre. Ça renforce son statut démoniaque, ça le lie visuellement à son fils Dabura. Les petites cornes rappellent la figure diabolique archétypale, accentuant son rôle maléfique et royal à la fois. Je dénote ses yeux jaunes perçants, une pupille noire qui ajoute un effet intimidant, un marqueur classique de la menace. La moustache et le bouc, non pas moraux mais bel et bien sa pilosité, ajoutent une touche d'élégance démoniaque malgré cette brutasse qu'il paraît être, à la fois sophistiqué et rustre comme personnage. Je remarque son pendentif en crâne, avec des yeux rouges luminescents, un symbole fort de la mort, de la destruction et de son règne démoniaque. Ça peut avoir un lien avec une source de pouvoir, des capacités mystiques, encore une fois peut-être un dérivé de l'œil maléfique, il pourrait être à l'intérieur du crâne et le fait irradier, peu importe. Ça renforce son rôle en tant que souverain démoniaque, comme un contrôle des forces occultes. Je vois aussi son médaillon spiralé, des motifs magiques qui pourraient symboliser le chaos, une forme de pouvoir assez démentiel. Il a pas l'air de s'appuyer uniquement sur la force brute, mais aussi sur des connaissances ou une influence vis-à-vis de la magie noire. On sait que, par exemple, Neba la manipule et en a insufflé son dragon dans le monde des démons. Il a un collier de perles, plusieurs bijoux. Ça le rapproche de la royauté, de la richesse. Il est beaucoup moins sur la paille que Kadan. Il a une connotation sombre vu le contexte démoniaque. Il remplit parfaitement visuellement son rôle d'autorité et d'ancien statut de roi. Il porte une tenue bleu foncé, associée à une cape blanche, mélange de noblesse, le bleu et d'autorité suprême via le blanc. Son aura n'est pas verte comme pour Rimus, mais rouge enflammé, très joli en animation, typique des êtres maléfiques au global. Ça me rappelle un petit peu Dabura dans le jeu Sparking Zero, avec une aura superbe. Son énergie démoniaque me paraît vraiment intense, qui pourrait avoir un lien avec un personnage guerrier ou colérique. Son fils Dabura est beaucoup plus épuré au niveau du design, mais il est plus élancé, plus tactique, et on voit qu'il en a vu passer de belles, contrairement à Dabura qui a pu se faire manipuler par Babidi. En perle de design, on a le roi gentil, celui qui me fait penser au roi Kadan, mais en version beaucoup plus ancestrale, celui qui a la peau violette, qui est souvent associé à la royauté, spiritualité, sagesse que l'on retrouve sur Beerus et Champa d'ailleurs. Dans ce contexte précis, ça renforce son statut de roi plutôt bienveillant, et ça le lie à la fois avec des pouvoirs mystiques ou divins ou quelque chose comme ça. Les cornes, de son côté aussi, symbole de pouvoir absolu, de force, de connexion à des énergies primitives, cosmiques, d'où le lien avec Rimus, comme si cet être-là pouvait être connecté à l'énergie du multivers suite à sa création. Il n'a pas l'air du tout machiavélique comme Abura, il a une expression sereine mais imposante. Il a une cape blanche qui représente totalement ici sa pureté, sa noblesse, un aspect royal, altruiste, une intention de protéger et de guider qui a sûrement été détournée par Abura pour jouer des apparences, alors qu'il était purement maléfique. Il a tout de même une ceinture avec une tête de démon, on ne renie pas ses origines, mais ça peut aussi symboliser le fait qu'il a la main mise sur le mal et qu'il a peut-être eu la victoire sur des forces obscures qui ont pu ressurgir avec Abura ensuite. Ça peut sous-entendre que le bon roi a vaincu des entités malveillantes pour instaurer un règne de paix. Son collier avec l'orbe verte rappelle une pierre magique, encore une fois le lien avec la vie. Peut-être a-t-il conféré de la puissance à Rimus par ailleurs pour en faire un super Majin, d'où l'aura verdâtre, comme un pouvoir ancestral le connectant à Rimus pour créer le multivers. Il a des bracelets dorés avec des motifs, alors là c'est évidemment la richesse, une grandeur, grandiloquence royale, peut-être encore plus que Abura. Les motifs rappellent des traditions anciennes, des cultures oubliées, immémoriales. Il a une épée dans la main, symbolisant son courage, mais également son besoin de justice, de protection, probablement dévoué à son peuple. Contrairement à Abura qui n'inspire pas confiance, sa posture est droite, totalement à l'opposé. Il y a une lumière éclatante derrière lui qui symbolise son rôle de figure héroïque, inspirante.
une sorte de halo doré rouge qui pourrait indiquer sa grandeur et sa contribution divine au multivers. Il me fait donc penser à Beerus et Ciampa avec ce corps trapu, la queue qui rappelle un design proche des Akaishin Beerus Ciampa. Ce serait intéressant pour parler des univers 6 et 7 qui ne soient les plus proches du monde des démons, pour expliquer pourquoi les Dragon Ball, les Super Dragon Ball sont dispersés dans ces deux univers et pas les autres. Daima peut nous apporter tellement, véritablement. Et je trouve que l'on a là un trio mais plus que de choc. Dans Dragon Ball, on a une série qui est quasiment dédiée à nous raconter les origines de Dragon Ball. C'est pour ça qu'ils sont en très haute capacité d'embrayer avec encore plus. Déjà développer ce qu'ils nous ont proposé ici, le connecter à des éléments tels que Zeno, nous parler pourquoi pas d'autres entités cosmiques issues de Dragon Ball Z Battle of Gods et ensuite Dragon Ball Super, voire même en développer certaines qui étaient restées cachées sous le tapis. Une créature qui serait liée au temps, peut-être observatrice, comme le Watcher dans le What If du MCU, peu importe, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus solide que Chronoa. Je vous précise, concernant Rimus, détail important, il est considéré comme une entité ultime, mais dans l'univers 7. C'est ce qui est véritablement dit dans les dialogues, c'est ce que dit Shin. Alors c'est un petit peu étrange, il faudra repréciser les contours de tout cela plus tard, c'est évident, vu qu'il est à la création du multivers. Pourquoi est-ce que Shin se cantonnerait à dire que Rimus est seulement l'entité ultime de l'univers 7? C'est un petit peu flou. En tout cas, rien qui n'entre en contradiction avec Zeno. On a compris que Zeno était beaucoup plus destructeur que créateur, et en plus on sait qu'il gouverne à minima partiellement le multivers. Donc le fait que Rimus soit à la tête de l'univers 7 n'empêche rien du tout, nous expliquerait qu'il y a probablement une proximité géographique entre les univers 7 et 6 par rapport au monde des démons, d'où le fait que les Namek s'y soient posés, et même si Rimus trône également en haut du multivers, je n'y vois pas d'incohérence. Encore une fois, cette dualité création-destruction. Les deux se complètent et ne se marchent pas sur les pieds. On a eu des détails visuels sur la migration des peuples, sur l'extinction de certains au cœur du royaume des démons. Que demander de plus, sincèrement? Et tout cela en un seul épisode. C'est fou. C'est véritablement fou. On est tout simplement remonté à la genèse de Dragon Ball, à la genèse du multivers à l'intérieur de celui-ci, et qu'est-ce qu'il est plaisant de s'adonner à une réflexion poussée à propos de ces sujets-là, sincèrement. Je pourrais vous en parler véritablement pendant des heures. Ce qui est prometteur vis-à-vis des prochains contenus à venir sur la chaîne, la rumeur enfle de plus en plus concernant le fait que cette série ferait 20 épisodes. Si elle est dédiée aux origines de Dragon Ball et ne déconstruit rien par rapport à la chronologie, c'est quelque chose de véritablement inespéré en 2024 pour Dragon Ball. Évidemment, Majin Buu le clown est venu teinter, noircir un petit peu le tableau vis-à-vis de ça, mais je n'ai aucun doute sur le fait que Rimus se trémousse. Ce sera le mot de passe pour cette vidéo-là, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui désirent me le faire savoir en zone commentaire. Je le verrai bien se dandiner en plein milieu du multivers en tant que créateur suprême, et le prochain épisode, attendu pour le 20 décembre 2024, a l'air également vachement prenant. Il est titré Légende et mettra en scène Vegeta entre autres face au Tamagami numéro 2. Les choses s'accélèrent véritablement, il se pourrait que l'on voit le premier monde des démons, en tout cas Goku et sa bande à l'intérieur, beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Ce deuxième monde est réputé comme plus petit, moins vaste que le troisième. Kaioshin, Shin ne veut même pas aller rendre visite à sa planète d'origine, sous le prétexte plus que légitime que tout est mort par là-bas, il n'y a pas de temps à perdre. Et puis plusieurs choses se trament dans l'ombre vis-à-vis de Neba le Namek, qui se dirige lentement mais très sûrement vers la destination de son choix, tandis que d'autres éléments nous sont promis par la preview, dont l'analyse arrive très rapidement sur la chaîne. Merci infiniment du fond du cœur de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo. J'espère pouvoir vous retrouver au niveau des pouces en l'air, aux abonnements, à la cloche des notifications. Cet épisode a posé un énorme marqueur pour la série Daima, peut-être sa moitié, mais aussi et surtout pour Dragon Ball en général. C'est un rêve de fan inespéré qui se concrétise avec cet épisode, et j'espère que les suivants ne pourront qu'enfoncer le clou et le feront de la manière la plus propre possible. Merci vraiment, du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Je viens de me dire que Majin Buu dans Dragon Ball Sparking Zero, ça va être une vaste blague, mais ça va être drôle à jouer. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.